l'objectif d'identifier ce moment fondateur pour vous, ce glissement à chaque fois. Donc c'est la même question que je vais poser à Albert Déjà, qui est en ligne, qui va justement lui aussi présenter ce qui lui apparaît être le moment fondateur du déconstructionnisme. Donc Albert Déjà est professeur d'anthropologie à l'Institut de sciences sociales de l'Université de Lille. Il est spécialiste de l'anthropologie et qui s'intitule donc Naître et grandir. Moi qui travaillais sur les âges de la vie, ça a été une découverte tout à fait intéressante. Albert Déjà, est-ce que vous nous entendez? Oui. Oui. Vous avez la parole. Merci beaucoup de votre présence. Merci. Et moi, je voudrais revenir sur un épisode un événement un peu épisodique du déconstructionnisme que je considère en quelque sorte comme fondateur, malgré son épisodicité. La grammatologie de Jacques Derrida est considérée comme parmi des textes fondateurs. Et dans ce texte, Derrida a fait valoir que tout au long de la tradition philosophique occidentale, c'est l'écriture qui est considérée comme une simple forme dérivée, comme une chute de la présence totale de la parole. Alors qu'il a voulu déconstruire cette position logocentrique, qu'il affirmait apparaître chez plusieurs penseurs comme Ferdinand de Saussure ou Jean-Jacques Rousseau, Derrida attaque principalement Claude Lévi-Strauss et son modèle de structuralisme qui est venu dominer la scène intellectuelle parisienne dans les années 60. Dans cette critique, beaucoup trop lue, Derrida a affirmé montrer les faiblesses et contradictions supposées dans l'interprétation de l'écriture de la part de Lévi-Strauss et sa caractérisation de la société moderne industrielle par la pathologie de la communication écrite. Il y a environ 15 ans, j'ai revisité la lecture déjà classique que Derrida a faite de Lévi-Strauss sur l'écriture dans un article publié dans la revue Critique of Anthropology, publié par Sage en 2006. Et j'ai plaidé dans cet article contre la plupart des commentateurs et critiques postmodernes que cette lecture influente a faussement interprété l'enjeu scientifique et la mission humaniste de Lévi-Strauss. En particulier, Derrida a mal interprété la vraie contribution théorique et épistémologique de Lévi-Strauss à la connaissance générale. En revanche, cette attaque fut exemplaire et influente dans le sens qu'elle a rassemblé presque tous les éléments didactiques qu'on connaît, essentiels du tournant déconstructionniste. Dans une certaine mesure, sa ligne de critique semble moins un argument audacieux contre la théorie de Lévi-Strauss qu'une posture idéologique dogmatiquement antistructurale qui repose sur les idées reçues de la couverture médiatique excessive, d'une critique très souvent non fondée. Nous connaissons tous probablement que dans le célèbre chapitre des Tristes Tropiques sur la leçon d'écriture, Lévi-Strauss a décrit l'irruption violente de l'écriture dans la société Nambikwara. Lorsque le chef Nambikwara parodiait grossièrement l'acte d'écriture en imitant l'ethnographe prenant ses notes, c'était, dit Lévi-Strauss, pour découvrir en même temps sa fonction de subjugation. Et je cite Lévi-Strauss, « L'écriture avait donc fait son apparition chez les Nambikwara, mais non point comme on aurait pu l'imaginer au terme d'un apprentissage laborieux. Son symbole avait été emprunté tandis que sa réalité demeurait étrangère, et cela en vue d'une fin sociologique plutôt qu'intellectuelle. Il ne s'agissait pas de connaître, de retenir ou de comprendre, mais d'accroître le prestige et l'autorité d'un individu ou d'une fonction aux dépens d'autrui. Cette leçon d'écriture est devenue la cible de la violence de la lettre de Derrida dans sa grammatologie, une lecture classique avec un verbiage non moins classique, par laquelle Derrida a voulu montrer comment la théorie de l'écriture est apparemment démontrée et justifiée, mais avant
son énonciation réelle. Le chef Nambikwara a utilisé l'écriture, en effet, sans connaître l'origine réelle de la vraie écriture, comme elle aurait naturellement évolué au fil du temps dans un espace social et culturel donné, ni la manière dont elle fonctionne, ni le contenu qu'elle signifie. Selon Derrida, le fait d'imiter sans comprendre est une représentation tronquée et caricaturée de l'utilisation de l'écriture qui semble ouvrir et couvrir tout l'espace dans lequel Lévi-Strauss va maintenant penser l'écriture. Selon Derrida, c'est le seul moyen qui permet à Lévi-Strauss de démontrer le but de l'écriture comme étant politique et non théorique, c'est-à-dire en vue d'une fin sociologique plutôt qu'intellectuelle. Or, compte tenu de l'expérience ethnographique de la société nambikwara propre à Lévi-Strauss, il n'est pas exagéré de considérer que la violation primaire dans l'incident de l'écriture est une sorte d'exploitation, un instrument déterminant plutôt qu'une utilisation intellectuelle de l'écriture qui est tournée vers une sinistre manipulation des autres. Et en effet, comme le dit Lévi-Strauss, dans le village nambikwara, les fortes têtes étaient tout de même les plus sages. Ceux qui se désolidarisèrent de leur chef, après qu'il eut essayé de jouer la carte de la civilisation, comprenaient confusément que l'écriture et la perfidie pénétraient chez eux de concert. Ainsi, ceux qui se sont séparés du groupe ont dû fonctionner comme une sorte de mécanisme d'autocorrection par un réflexe quasi automatique qui a déjoué la transgression du chef. Avec une prévoyance inhabituelle et un don d'anticipation, ils ont vu leur chef comme implicitement assimilé à la civilisation qui avait été directement ou indirectement la cause des malheurs de son peuple. Pour Lévi-Strauss, la conclusion justifiée fut la punition de l'hubris du chef par la perte de son pouvoir. N'empêche que la critique de Derrida est destinée contre Lévi-Strauss et sa caractérisation des Nambikwara, dont le niveau de développement culturel est comparé à celui des populations du néolithique comme un peuple sans écriture. L'hypothèse de Lévi-Strauss, selon laquelle la culture néolithique ne possédait pas de système d'écriture, est fondée sur une conception singulièrement étroite de l'écriture, c'est-à-dire, selon Derrida, sur l'écriture occidentale alphabétique et phonétique qui n'est qu'un seul parmi les multiples systèmes possibles de notation. Les Nambikwara n'écrivent pas de la même manière que l'ethnographe écrit dans son bloc-notes, puisqu'ils ne possèdent visiblement pas un système de notation phonétique. Mais Lévi-Strauss, selon Derrida, est trop précipité dans sa catégorie de ce peuple comme illettré ou sans écriture. L'interprétation théorique de l'écriture par Lévi-Strauss semble à Derrida indûment restrictive, résultant d'une conception limitée. Pour Derrida, c'est la différence couramment admise entre langage et écriture, l'extériorité rigoureuse de l'une à l'autre, qui permet d'abord de maintenir la distinction entre peuple disposant de l'écriture et peuple sans écriture. Selon Derrida, Lévi-Strauss avait besoin de ce concept épigénétique de l'écriture pour que le thème du mal et de l'exploitation survenant avec la graphie fût bien le thème d'une surprise et d'un accident affectant du dehors et comme par hasard la pureté d'un langage innocent. L'idéal qui sous-tend en profondeur cette philosophie de l'écriture, c'est donc l'image d'une communauté immédiatement présente à elle-même, dit Derrida, sans différence, communauté de parole dans laquelle tous les membres sont à portée d'allocution. Ce modèle de petite communauté à structure cristalline, tout entière, présente à soi, rassemblée dans son propre voisinage pour Derrida et sans doute rousseauiste. Le correctif de Derrida à la dichotomie entre espace interne et externe, impliquant l'innocence et la corruption, la proximité et l'aliénation, l'authenticité et l'artifice, ainsi que d'autres oppositions similaires, et de suggérer que la corruption, l'aliénation et l'artifice sont déjà au travail dans le système, qu'ils font partie du système et qu'ils sont inhérents à sa dynamique, mais qu'ils sont projetés en dehors du système décrit. Ce qui devait en effet être considéré comme originaire d'un système et comme essentiel à sa persistance,
et même à son existence, ici l'écriture et la violence, est considérée comme un complément inessentiel et même dangereux. Une opposition binaire est donc posée entre un noyau ou une origine pure et intérieure, prétendument dans le langage et la voix, et la médiation extérieure de ce noyau ou cette origine à travers l'écriture. Or, la distinction de Derrida entre le langage et l'écriture est inutile et son opposition au logocentrisme n'est que beaucoup de bruit pour rien. De toute évidence, Derrida oublie ici que le principe fondamental de l'analyse structurale est de remettre de rendre compte du fait même de la différence ou des systèmes de différence et non des moyens ou des médiums, qu'ils soient phonocentriques ou grammatocentriques, dans lesquels la différence est elle-même actualisée. La signification est donc la violence, pour rappeler une phrase célébrée, et c'est différence qui fait la différence, peu importe comment elle est définie, décrite ou inscrite, que ce soit dans le langage, l'écriture, la dénomination, le code génétique, les chaînes d'information, les circuits cybernétiques, les récits mythiques ou les objets cosmiques. Qu'une différence significative puisse devenir violente est simplement une exemplification de l'argument de Lévi-Strauss selon lequel cette possibilité découle de l'appartenance à un système de différence. Donc, vous avez terminé? Non, pas encore, alors, parce que... Juste peut-être une phrase de conclusion, parce qu'on oui, va, tout à fait. Pour rappeler ce moment séminal que vous avez parfaitement décrit. En deux mots, on pourrait dire que l'une des conséquences actuelles de l'interprétation de l'écriture par Lévi-Strauss serait par exemple l'imposition de l'écriture inclusive, qui semble coïncider de la même manière avec la hiérarchisation et l'exclusion ou toute autre impasse d'une société réchauffée, je dirais, par la violence de parler et d'écrire au nom de supposées minorités discriminées et oppressées. Comme la singerie de l'écriture chez les Nambikwara, pour paraphraser Lévi-Strauss, l'écriture inclusive a fait également son apparition parmi nous, mais elle est utilisée comme un symbole et pour un objectif politique plutôt qu'orthographique, tandis que sa réalité référentielle demeure hors de propos. Il ne s'agit pas d'acquérir et de maintenir un savoir, mais plutôt d'appuyer les allégations et l'autorité de certaines franges minoritaires aux dépens des autres. En revanche, un certain nombre de critiques ont déjà suggéré que le postmodernisme, en anthropologie en tout cas, ne fournit pas aucun nouveau développement théorique, si ce n'est la scolastique arrogante et la désinformation délibérée de Derrida. Malgré son apparat de radicalisme politique et intellectuel, l'anthropologie postmoderne est dans certaines de ses hypothèses une entreprise déprimante et réactionnaire. Elle peut être perçue comme une menace plus importante lorsque les débats sont situés dans le contexte intellectuel de la lutte pour la hiérarchie académique. Dans ce cas, les préoccupations scientifiques sont progressivement déconstruites au nom d'une position désespérément recherchée dans la condition postmoderne de la division intellectuelle du travail. Ne serait-ce que la vieille opposition supposée de Derrida contre le logocentrisme, dans la situation actuelle, n'est autre chose que de faire croire que, comme l'écriture, un certain nombre de concepts endémiques du mal et de l'exploitation, tels que le sexisme, le racisme ou le colonialisme, sont au travail dans le système. Ils font partie du système et sont inhérents à sa dynamique, mais le système est censé les projeter délibérément en dehors de lui-même, pour utiliser les termes de Derrida. Ils sont systémiques, dira-t-on aujourd'hui. Ainsi, la culture woke, ou éveillée de l'écriture inclusive, des théories et pratiques du genre, du racialisme, de l'indigénisme, de l'islamo-gauchisme, de l'écologisme, ou de toute autre intersection d'une société refroidie par le bourrage de crâne des mythes de la déconstruction et du décolonialisme, fournit à nouveau une voie similaire au signifiant flottant de la spéculation philosophique. Dans ce cas, il ne s'agit pas cependant d'une critique innocente, mais en effet d'une guerre de culture d'annulation, alimentée par une tentative
politiquement woke ou éveillé, afin d'ignorer, de contester et finalement de rejeter la culture de savoir constructif plus large du projet anthropologique, analytique et scientifique. Or, c'est justement ce projet scientifique qui est déjà préfiguré chez Lévi-Strauss et qui s'illustre de façon exemplaire dans la démarche scientifique portant sur les simulations des systèmes complexes de la réalité sociale, qui servira à coup sûr d'une piste bien tracée pour permettre de reconstruire la culture de connaissance que les travaux de ce collègue s'engagent à mettre en valeur, j'espère. Merci. Merci beaucoup, Albert. Merci pour vos interventions. Vous pouvez vous applaudir.